antennes de numérique à télévision. Voici les principaux titres. Faut-il, oui ou non, un troisième dialogue en République démocratique du Congo pour sortir le pays de la crise? Pour la MONUSCO et la SYNCO, il n'y a pas d'autre alternative que le respect de l'accord du 31 décembre 2016. Mais le parti Congo Positif prône les négociations en vue de préserver la paix. Les détails à suivre dans cette édition. Le Congo-Brazzaville, capitale de la République du Congo, abritera Brazzaville, capitale de la République du Congo, abritera le 19 octobre prochain la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Les 13 pays signataires de l'accord d'Addis Abeba sont attendus à cette rencontre. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Tony Elo. Il est porte-parole du parti Liberté, le parti cher au député national Germain Kambinga et membre de la plateforme Le Centre. C'est avec lui que nous allons donc commenter l'actualité. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Tony Elo. Bonsoir, madame. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On ouvre d'abord ce journal par cette nouvelle. Au Sud Kivu, précisément, le porte-parole de la 33e région militaire des FARDC a affirmé que la cité d'Ouvira est à l'abri des miliciens Mai Mai Yakutumba. Le capitaine Dieudonné Kassereka indique que l'armée est en train de combattre dans la localité de Mboko, en territoire de Fizi. Au-delà de la guerre militaire, l'ennemi mène aussi une guerre psychologique pour faire croire qu'il est puissant, a-t-il précisé. Mais les habitants de cette cité au bord du lac Tanganyika étaient dans la tourmente ce matin. Un groupe rebelle lançait une attaque pour s'emparer de la ville. Toutes les activités sont paralysées. Entre-temps, la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, la région est prévue le 19 octobre prochain. Ce sera à Brazzaville, en République du Congo. Il sera question d'examiner le progrès dans la mise en œuvre des engagements pris dans l'accord signé à Addis Abeba en Éthiopie en février 2013 et défis à relever et l'état des dialogues et processus politiques en cours dans la région. Un accent sera mis sur les mesures visant à résoudre les problèmes en suspens liés à la neutralisation des groupes armés illégaux encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Les chefs d'État et hauts responsables des gouvernements des 13 pays signataires de l'accord cadre, notamment l'ONU, l'UA, la CIRGL et la SADC, ainsi que des observateurs de la communauté internationale sont attendus à cette rencontre. Sommet de plier bagages, la MONUSCO déclare qu'elle fermera ses portes lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU estimera que son mandat a été accompli. À l'idée d'un éventuel troisième dialogue, la mission onusienne réaffirme qu'il n'y a pas d'autre alternative que le respect de l'accord du 31 décembre 2016 pour sortir le pays de l'impasse. L'accord du 31 décembre reste la feuille de route crédible pour la MONUSCO. C'était ce mercredi au cours de la conférence hebdomadaire avec la presse. Albert Omba, Théodore Tutoli, reportage. Retombée de l'Assemblée générale de New York. Les Nations unies s'en tiennent à l'application totale de l'accord du 31 décembre 2016. La MONUSCO demande aux parties signataires de cet accord de tenir leur engagement. Les Nations unies ont demandé au gouvernement et aux acteurs politiques congolais à s'engager fermement dans la mise en œuvre effective et à temps de l'accord politique du 31 décembre 2016. Donc nous réaffirmons le rôle central de la mise en œuvre effective et à temps de l'accord du 31 politique du 31 décembre. C'est ce qui nous est demandé par la résolution 23 à 48 et c'est ce qui reste notre feuille de route. Clôture ce vendredi de la 36e session de droits de l'homme. Genève promet un appui conséquent à la justice congolaise. Ministre des droits humains, Madame Marie-Ange, qui a répondu et accepté l'offre d'appui qui a été formulée. Je rappelle juste qu'il y a une résolution qui a décidé de l'envoi d'une équipe d'experts. Et si vous avez bien suivi, elle a accueilli favorablement l'arrivée prochaine de l'équipe d'experts et elle a même annoncé une date en disant début octobre.
Tout ceci pour dire qu'en réalité, l'appui qui est donné aux autorités congolaises, en particulier à la justice congolaise, pour tout ce qui est lutte contre l'impunité, se fait et va se poursuivre et devra se renforcer davantage. Princesse de Hanovre effectue une visite de 4 jours en République démocratique du Congo. La présidente de l'Association mondiale des amis de l'enfance, Amadé Mondial en sigle, visite Guadeloupe, Goma avant de regagner Kinshasa. Hypothèse du reste soutenue par la SENCO, Monseigneur Marcel Lutambi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, suppose que c'est encore possible d'organiser les élections cette année en République démocratique du Congo s'il y a volonté politique. En mission de plaidoyer auprès des instances et gouvernements européens, la SENCO qui a piloté le dialogue politique et ont débouché sur l'accord du 31 décembre 2016, on appelle à la bonne volonté des partis prenante. Et l'UDPS soutient la position de la SENCO sur l'opportunité d'un éventuel troisième dialogue. Selon le porte-parole de l'UDPS, il s'agit d'une position responsable. Augustin Kabouya est joint au téléphone par Félix Inunga. La position de la SENCO, c'est une décision responsable. C'est une décision de haute facture. La SENCO sait qui est qui dans cette affaire. C'est la même SENCO que M. Joseph Kabila avec sa famille politique avait roulé. C'est la raison pour laquelle la SENCO ne peut pas accepter de se faire rouler encore pour la énième fois. Moi, je pense que la position de la SENCO est une position responsable, que je soutiens même à mon niveau. La SENCO sont des hommes de Dieu. Ils connaissent mieux qui est qui et qui est fautif dans cette affaire. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui par manque de volonté politique. C'est ce que je peux vous dire. Ne pensez pas que les évêques ne connaissent pas les responsables de ces blocages ou bien de cette crise. Je pense que la SENCO est vraiment responsable de ce qu'elle fait. Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il y a un fameux troisième dialogue, les choses vont se normaliser aussi longtemps qu'il est là? La réponse est non. C'est lui le blocage. C'est lui qui ne veut pas que les choses avancent. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la position des évêques est une position responsable. En revanche, le parti Congo Positif remet en cause la position des évêques catholiques. Ce parti soutient qu'il faut des négociations pour résoudre l'impasse politique au pays. Se revendiquant des non-alignés comme non-alignés, la formation politique propose une transition de 3 ans avec le président Joseph Kabila. Son secrétaire général l'a dit au micro de Félix Ilunga et de Serge Mitelezi. Je disais que le Congo Parti Positif remet en cause la position des évêques catholiques. Ce parti soutient qu'il faut des négociations pour résoudre l'impasse politique au pays. Se revendiquant comme non aligné, la formation politique propose une transition de 3 ans avec en tête le président Joseph Kabila. Le secrétaire général de Congo Positif a été interrogé par Félix Ilunga et Serge Mitelezi. Si la SENCO dit non à un éventuel troisième dialogue, au parti Congo Positif par contre, le dialogue s'impose pour préserver la paix dans le pays. Ce n'est pas à tout moment où il y a la crise, on doit appeler la SENCO pour la décrispation. On voit bien qu'il n'y aura pas des élections. Comme il n'y aura pas des élections, nous ne pouvons pas laisser les pays sombrer dans le chaos ou laisser les pays aller dans la dérive. C'est pourquoi il est impérieux, il est très nécessaire même, c'est une voie royale maintenant là, d'avoir des négociations, de dialoguer autour d'une table les acteurs politiques pour la sortie de cette crise. Ce parti qui se réclame des non-alignés propose un plan de sortie de crise en République démocratique du Congo. Nous, les non-alignés, nous parlons de 36 mois. Et vous proposez une transition de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Qui sera le président pendant cette transition? Les politiciens, monsieur le journaliste, vont se mettre autour d'une table pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Mais moi, je sais, au niveau de Congo Positif, nous savons que le président Kabila
il va aller faire il est là jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais les évêques catholiques soutiennent que la crise peut être résolue sans un troisième dialogue s'il y a volonté politique des parties prenantes. Sur ce plateau, Tony Hello, il est porte-parole du parti Liberté, membre de la formation, on va dire, de regroupement politique, le centre présidé ou dirigé par le député national Germain Kambinga. Tony Hello, le débat tourne maintenant autour de ce que devient le pays. Comment gérer la République démocratique du Congo s'il n'y a pas élection au-delà du 31 décembre 2017? Quel est le point de vue de votre parti politique, déjà que vous revenez d'un congrès, le congrès du centre? Du conclave du centre, madame. Notre position est très claire. Je pense que vous êtes en train vous-même de suivre les différentes positions. Là, nous avions suivi celle de la SENCO, il y a eu celle de l'UDPS et puis celle de ce parti. Je pense que chaque Congolais aujourd'hui est face à la réalité de l'impossibilité de l'organisation des élections au 31 décembre 2017. Mon parti, le Parti Liberté, et puis la plateforme Ma Famille Politique qui s'appelle le Centre, nous avions fait des propositions qui étaient les plus réalistes. Aujourd'hui, lorsque les Congolais se questionnent sur la probabilité qui devient aujourd'hui impérieuse à tous de la non-tenue des élections, on constate qu'il y a beaucoup de sons de cloche. Il y a ceux qui sont réalistes, il y a ceux qui sont incohérents, il y a ceux qui préfèrent malheureusement rester dans les fantasmes. Mais nous assumons... Quelles sont les propositions concrètes ou les recommandations concrètes issues du conclave? Le conclave du centre, la semaine dernière, a présenté à la République une feuille de route de sortie de crise. Cette feuille de route s'articule autour des points suivants. Le premier point, c'est qu'il faut d'abord, pour pouvoir aujourd'hui atténuer la crise politique, aller sur des mesures de décrispation politique. Nous avions plaidé pour que, d'une part, il puisse y avoir l'application des mesures de décrispation qui touchent notamment la libération de certains prisonniers politiques. Nous avions aussi dit qu'il fallait faire un effort, un plaidoyer au niveau de la communauté internationale pour la levée des sanctions qui touchent directement certaines autorités de la République. Nous avions dit que ces préalables-là seraient utiles pour relancer une dynamique politique. Mais au fond, ce que nous disons, c'est qu'il est impérieux de rester sur les voies de la Constitution qui disent que le président de la République doit rester en fonction jusqu'à l'installation de son remplaçant, qui disent, et nous avions fait une deuxième recommandation, c'est que nous devions reformer le gouvernement afin que la personne qui devrait ainsi diriger le gouvernement soit une personne qui est issue d'une famille politique différente de celle du chef de l'État. On a dit que le Parlement reste. On a dit également qu'il fallait revoir certaines institutions comme le CENSA. Nous avions dit qu'il fallait aujourd'hui faire une évaluation même du travail de la CENI et également intégrer en sus des questions politiques intégrées par la participation des différents corps professionnels. C'est quoi que vous entendez quand vous dites revoir le CENSA? Ça veut dire quoi plus exactement? Revoir le CENSA, ça veut dire revoir son utilité, parce qu'aujourd'hui, le CENSA avait été voulu dans l'accord de la Saint-Sylvestre comme étant une instance qui devait faciliter l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais surtout accompagner par le consensus le processus électoral. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, le CENSA, dans sa composition, est totalement grippé. Au lieu d'être l'élément de cohésion, aujourd'hui, c'est un élément de dissension. Voilà pourquoi il était honnête de revoir aujourd'hui à la fois la pertinence de cette instance et nous avions proposé lors de notre conclave que nous puissions avoir, lors de cette table ronde que nous souhaitons, faire cette évaluation de son utilité et de son apport réel sur la facilitation du processus politique qui doit la question que je vous pose, redémarrer. À quoi alors a servi le dialogue sous la médiation de la SENCO? Je félicite le travail de la SENCO, je félicite le travail des évêques parce que les évêques nous ont évité le chaos de décembre 2016. Mais aujourd'hui, lorsque nous allons au fond de la question, au fond de cet accord, nous avions constaté que cet accord n'a pas su être l'élément, le mur nécessaire aujourd'hui pour créer les distances, de créer une cohésion même. Du fait, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais du fait du problème de cohésion, même de cohérence de ce document. Créé par qui?
par les partis. Nous, au niveau du centre, nous sommes en train de décrier les positions extrémistes de la majorité et de l'opposition. Ça a été les deux acteurs. Vous avez vu les délégués de la majorité, vous avez vu des délégués du Rassemblement de l'IMT, vous avez vu également ceux qui se sont appelés opposition républicaine. Ce sont toutes ces composantes qui sont aujourd'hui responsables du désordre institutionnel que nous connaissons aujourd'hui et de l'incapacité réelle. Pour la SENCO, pourquoi vous ne voulez pas dire, appeler le chat par son nom et finalement établir les responsabilités si l'accord du 31 décembre n'est pas respecté et si au-delà de la date fixée par l'accord, il n'y a pas d'élection? Ça veut dire que quelque part, Monsieur Tony, les responsabilités doivent être partagées, il faut se le dire, à moins que vous soyez un centre penché ou un centre pro-majorité présidentielle. Parce que la SENCO n'a pas froid dans les yeux pour le dire. Le vice-président Ambongo l'a dit, c'est la majorité présidentielle qui a finalement bloqué le processus et c'est de ce côté qu'on ne veut pas du tout appliquer la loi. Vous avez suivi? Non, madame, c'est trop simple de le dire. Sous le respect, sous l'autorité de la SENCO, nous avions eu cet accord. Ils se sont investis. Aujourd'hui, nous, au niveau du centre, nous sommes en train de décrier pas simplement un camp, sinon nous ne cesserons, comme vous le dites, de dire que nous sommes le centre, parce que le centre doit faire une analyse qui soit objective, au-delà des belligérances, au-delà des partis pris. Aujourd'hui, la responsabilité à la crise actuelle, elle est partagée entre la majorité et l'opposition. Aujourd'hui, le Premier ministre Tshibala est issu de l'opposition, le président du CNSA est issu de l'opposition, aujourd'hui, le premier vice-président du CNSA est issu de la majorité. Donc les partager... Il n'y a pas 5 minutes, tout à l'heure, vous reconnaissez que le CNSA n'est pas élément fédérateur, ça veut dire qu'il y a madame, le CNSA aujourd'hui est l'exemple le plus éloquent de l'incohérence du politique congolais et du champ par excellence de l'échec de la bipolarisation de l'espace politique, parce que vous avez vu la capacité qu'a la majorité de l'opposition de s'entendre pour créer le désordre. Regardez le CNSA. Vous avez des gens qui signent l'arrangement particulier, ils décident de pouvoir accompagner la majorité dans cette démarche, et puis se rébiffent lorsque les choses ne les plaisent pas. On a vu l'UNC dit botter en touche lorsqu'il s'agissait de pouvoir désigner la personne qui devait être vice-président. On a vu le MLC faire la même chose, alors qu'ils étaient signataires des arrangements particuliers. C'est cette complicité que nous décrions. Et nous disons qu'il y a une responsabilité partagée entre la majorité et l'opposition plurielle dans le désordre actuel. Et concrètement, votre parti, Liberté, propose quoi? Transition de combien de temps? Qui à la tête du pays et après? Madame, la tête du pays est résolue dans la question constitutionnelle. La Constitution ne doit pas être des petites parties que l'on prend lorsque cela nous arrange. Il faut qu'elle soit analysée dans sa totalité et prise dans sa totalité aussi. Donc nous sommes respectueux. La Constitution parle de 2 mandats constitutionnels. Nous sommes, madame, nous respectueux de la Constitution. Nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous disons que le président de la République est assis sur une Constitution qui lui garantit de rester en place. Maintenant, les questions qui restent, c'est celle du gouvernement. Mais c'est 2 mandats. Mais madame, nous sommes aujourd'hui... Reste en fonction, c'est dans l'entretemps de l'organisation des élections. Mais madame, il n'y a pas encore les élections. Et dans l'entretemps. C'est que vous puissiez peut-être nous donner une autre information, il n'y a toujours pas... Une transition, combien de temps? Nous ne sommes pas comme nos compatriotes qui sont en train de proposer. Hier, on a vu le potentiel qui est un journal proche du G7 parler de 2 ans. Tout à l'heure, nous avons suivi un parti non aligné qui parle de 3 ans. Nous ne sommes pas dans ces fantasmes parce que nous croyons qu'il est nécessaire d'abord que les acteurs politiques, qui soient de la majorité de l'opposition du centre, nous nous réunissons autour d'une table et qu'ensemble, l'on définisse le temps qui soit nécessaire pour l'organisation des élections. La Cité de l'Union africaine a produit quel résultat? La Cité de l'Union africaine a eu son sens. Le dialogue autour de la SENCO. Avec un accord qui n'est pas appliqué et un 3e dialogue. Non, madame. Du temps perdu, de l'argent perdu, question de perdième, question de positionnement et de repositionnement personnel. Madame, il faut de l'objectivité pour reconnaître que l'accord de l'Union africaine a permis des prémices qui étaient très nécessaires à l'accord de la Saint-Sylvestre. S'il n'y avait pas l'accord de la Saint-Sylvestre, je vous assure que le pays brûlerait au 31 décembre 2016. Il eût fallu cet accord, il eût fallu ce travail. Il eût fallu que le président Étienne Tshisekedi, par un sursaut d'orgueil, arrive à accepter que ces assises se tiennent. Et grâce à la collaboration de l'UDPS, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, d'une certaine manière, il ne faut pas tout jeter. Et ce troisième dialogue viendra finalement... Nous parlons d'une table ronde, nous ne parlons pas d'un troisième dialogue. Alors, appelez ça comme vous voulez, c'est une question de terminologie. Dialogue, conclave, assise, etc., concertation. Mais de toute façon, c'est autour d'une table des pourparlers. Tout à fait. C'est essentiellement pour régler la crise politique.
Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que le processus politique est en panne. Réglée. Nous espérons parce qu'il y aura le centre. Et cette fois, les recommandations qui parce qu'il y aura le centre qui sera autour de la table. Seront finalement appliquées. Oui, nous y travaillerons. Il est aujourd'hui logique que nous ne puissions pas laisser tout un pays entre les mains des personnes qui ont prouvé leur incapacité. Et qui prendront part à cette rencontre. Nous avons fait des recommandations au niveau de notre conclave. Il va y avoir la majorité, il va y avoir l'opposition, il va y avoir le centre sur la composition politique. Mais également, nous, sur notre plan, nous avions dit qu'il ne faut pas simplement qu'il y ait des acteurs politiques, il faut également intégrer la logique de la société civile, mais surtout des composantes ou des corps professionnels. Pourquoi? Parce que c'est eux aujourd'hui qui cristallisent la crise sociale. Il faut aujourd'hui que autour de la table, que l'on ne parle pas que de partage de pouvoir, qu'on ne dise pas que la question ou de la crise politique ne se résume pas à qui doit devenir Premier ministre et qui ne doit pas l'être, ou qui doit être président de la République ou non. Ce serait aujourd'hui ignorer les millions de Congolais qui vivent dans une misère perpétuelle, ces professeurs d'université qui réclament et qui se radicalisent du fait de la non-application du barème, de ces médecins, de ces magistrats. Donc la question politique ne doit pas emprisonner les autres questions qui sont essentielles au quotidien des Congolais. Et ça, c'est la proposition de ma famille politique, parce que nous sommes peut-être les plus réalistes et les plus raisonnables dans cet espace politique actuellement, et nous n'avons pas froid aux yeux d'épingler les véritables problèmes qui concernent les Congolais. Votre président était récemment ministre. Oui. Quelles sont ses actions concrètes? Quand il était ministre. Aujourd'hui qu'il a quitté le ministère, aujourd'hui qu'il n'est plus ministre, c'est un besoin de repositionnement pour certains. Non, madame. Parce qu'en Afrique et en RDC, chacun veut s'éterniser. Quand on a été ministre, on a goûté au miel et on veut y rester. Non, madame, tout près de la marmite. Ce serait trop réducteur de penser que notre démarche politique ne se situe qu'à un simple désir de devenir ministre ou pas. Je pense qu'il y a d'autres manières de servir la République et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nos propositions aujourd'hui, lorsque vous analysez le champ politique, c'est les propositions les plus cohérentes. Vous avez suivi tout à l'heure M. Kabouya qui est en train de dire non, il soutient la SENCO, on ne voit pas l'opportunité d'un troisième dialogue, mais ils sont là-bas à New York pour dire oui, ils veulent quand même une transition sans le président Kabila, ils veulent un gouvernement de 25 personnes avec l'UDPS en tête, mais c'est eux les premiers aujourd'hui à attaquer pour dire non, non, il y a un problème de cohérence. In fine, le Congo a besoin de plus et c'est ce que l'honorable Germain Kambinga s'évertue de faire comme président du centre, au-delà de ces débats de caniveau qui voudraient le caricaturer comme on le voit avec les aînés qui sont en politique. Nous ne sommes pas là, nous laissons cela à ceux qui sont habitués à ces débats de caniveau. Nous pensons que la République aujourd'hui a un besoin, c'est celui de la cohésion nationale, c'est celui de sortir de la crise et nous travaillons quotidiennement pour cela. Et qui va finalement faire la médiation pour ce troisième dialogue? Notre proposition, c'est nous allons soutenir un panel parce que nous ne pensons plus. Il est vrai que nous saluons le travail de la SENCO parce que cela a été très bénéfique à la République, mais maintenant nous pensons que vu les sensibilités et vu aussi les positions des uns et des autres, le centre a voulu qu'il puisse y avoir un panel de médiation où il y aura des composantes religieuses, où la SENCO, nous espérons, pourra tout de même venir. Il va y avoir également les organisations régionales comme la SADC et les autres. Il va y avoir la MONUSCO aussi. C'est notre souhait parce que nous pensons qu'il faudrait rencontrer toutes les sensibilités politiques. Aujourd'hui, les gens ne se sont plus très à l'aise avec la SENCO, à tort ou à raison, mais je pense qu'un panel serait plus représentatif des sensibilités. Refuser de participer à ce dialogue, à quoi ça aura servi? Non, madame, le rassemblement de l'IMT est d'accord pour le dialogue. C'est ce qu'ils ont dit à New York. À moins qu'ils disent qu'on peut aujourd'hui organiser cette transition par biais de communiqué de presse ou par, je ne sais pas, déclaration lue à l'IMT. J'espère qu'ils sont assez cohérents et ils ont assez d'intelligence pour comprendre que, in fine, ce qui réglera la crise, ce sera de se mettre autour d'une table. Chacun ira de ses prétentions, des surenchères politiciennes, on les connaît, mais au final, on se mettra autour d'une table. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que pour se mettre autour d'une table, il faut que l'on compte des morts sur les rues de Kinshasa? Est-ce que pour qu'on puisse s'entendre autour d'une table, faut-il que des mamans pleurent leurs enfants? Faut-il que des parents à pleurer aillent sauver leurs enfants des griffes, des désordres et autres? Il y a déjà un ultimatum, le 30 septembre, c'est dans 4 jours. Et le rassemblement va finalement mettre en œuvre sa feuille de route justement pour exiger la tenue des élections et
le 31 décembre pointe à l'horizon. Madame, vous savez, vous et moi, nous étions ici à Kinshasa l'année dernière. On nous préparait à l'apocalypse. On nous préparait à l'apocalypse. On nous préparait à cet apocalypse pour nous dire que nous passerons jamais le 19 septembre 2016. Après, ils ont rectifié pour dire le 31 décembre 2016. Mais je vous assure, il eût fallu que le président Étienne Tshisekedi prenne son courage à deux mains et engage son parti politique et ses affidés à ce dialogue. Aujourd'hui, ces anciens opposants qui promettaient à la République et à la population qu'ils brûleraient le président Kabila, ils sont aujourd'hui au gouvernement. Donc les déclarations de ces politiques-là, madame, je vous assure que cela ne vaut que pour ceux qui croient encore à ces déclarations. La République mesure aujourd'hui l'importance d'un dialogue qui permettrait qu'on évite le populisme, qu'on évite ce discours d'extrémisme, et c'est la démarche que le centre a, et nous espérons que nous serons entendus par des personnes raisonnables. Votre discours n'est pas très différent d'un communicateur de l'AMP que je connais bien. Non, madame, je ne le connais pas, heureusement. Je pense que le centre a au moins la capacité de dire les choses de façon directe. Malheureusement, on peut peut-être toucher à certaines sensibilités, mais nous appelons à la raison, et c'est ça la démarche du centre. Autre chose, la République démocratique du Congo a validé hier les réformes urgentes à mettre en œuvre rapidement dans la perspective du Doing Business 2019. C'est le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a présenté les réformes envisagées afin de faire de la République démocratique du Congo la meilleure destination des investissements dans le monde. Les réformes à mener concernent 4 indicateurs. Il s'agit notamment de la création d'entreprises, du paiement de taxes et impôts, de raccordement à l'électricité moyenne tension et du règlement d'insolvabilité. Ces différentes réformes visent principalement la réduction des délais, la réduction des coûts et des procédures. Anthony Nkinzo, DG de la NAPI, préconise pour l'indicateur création d'entreprise, par exemple, la réduction du coût de 120 à 80 $ et le respect du délai réglementaire de 3 jours. Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, l'UCOFEM, Union congolaise des femmes des médias, a organisé une soirée dansante en vue d'immortaliser l'événement. L'organisation féminine milite, vous le savez, pour la promotion de la femme en général et celle des médias en particulier. Bienvenue Baboua. Retour sur ces images. Il y a 20 ans, une équipe de jeunes femmes évoluant dans le secteur des médias s'est engagée à redorer l'image de la femme en général et celle des médias en particulier. Malgré vents et marées, l'Union congolaise des femmes de médias a tenu bon. 20 ans après, l'UCOFEM juge son bilan positif. L'UCOFEM a comme objectif de promouvoir les droits des femmes et l'égalité des sexes dans les médias et à travers les médias. Nous avons des activités, des axes d'intervention. D'abord la formation des professionnels des médias, hommes et femmes, également des autres membres de la société civile. Deuxième axe d'intervention, c'est la sensibilisation de la population à travers les médias et aussi sur les terrains. Au programme de cette journée festive, la remise de quelques brevets de reconnaissance à ses différents partenaires. 20 ans après, l'UCOFEM a su s'implanter comme une référence dans le monde des organisations de médias, de par son implantation. Et cela se voit notamment à travers tous les partenariats qu'ils ont pu établir. De cette sphère un peu restreinte qui était la femme de médias, l'UCOFEM s'est un peu élargi en tenant compte de la défense des droits de toutes les femmes, du genre, et je crois qu'aujourd'hui, 20 ans après, pour moi il n'y a qu'un seul mot, plutôt 2 mots à dire. Bravo UCOFEM. Pour lier l'utile à l'agréable, un buffet, un gâteau, la danse étaient au rendez-vous de l'UCOFEM pour célébrer l'événement. Monsieur Tony Eluo, ce dialogue finalement doit être convoqué quand? Parce qu'il va falloir gagner du temps et aller rapidement aux élections.
S'il faut que cette rencontre se tienne, ait lieu, vous envisagez un timing, une période pour la convocation finalement de cette rencontre? Et d'ailleurs, qui va la convoquer? Nous pensons, pour nous, au plus tôt serait le mieux. Donc ça veut dire, si on pouvait le faire déjà la semaine prochaine, nous en serons heureux. Parce que nous avions interpellé directement le président de la République à la suite de son message aux Nations Unies, où il avait évoqué nos valeurs sur le dialogue comme étant le canal par excellence pour la sauvegarde de la paix et également la sauvegarde de la stabilité politique. Nous attendons de voir cela à l'œuvre. Nous attendons de voir le président de la République dans son rôle de garant des institutions, de chef de l'État, de convoquer très rapidement ces assises-là. Nous appelons ça une table ronde inclusive nationale qui permettrait ainsi d'évoquer les questions pertinentes liées au blocage du processus politique et électoral. À quoi sert une table ronde si les uns et les autres viennent chacun avec un agenda caché, avec un manque d'un élément important, la confiance entre les acteurs? Vous savez, madame, il y a un élément essentiel sur la démarche politique, c'est la conquête du pouvoir. Vous avez ceux qui ont le pouvoir, ils ont pour objectif de le garder. Vous avez ceux qui ne l'ont pas, cette opposition, de manière démocratique. Et puis vous avez de l'autre part cette opposition qui n'a qu'un seul souhait, c'est d'avoir le pouvoir. Voilà pourquoi nous disons que dans cette dialectique qui, au final, emprisonne toute la République et qui emprisonne tout le processus politique, il faut qu'il y ait un centre. Le rôle du centre, ce serait simplement de fédérer ces appétits gloutons des uns et des autres et de permettre ainsi que la démarche politique soit relancée. Nous voulons créer une force de synthèse, une force de raison qui pourrait permettre à ce que le processus politique puisse redémarrer. Parce qu'on ne peut pas laisser, c'est un peu comme deux petites filles qui se battent sur la cour de récré, qui se tirent les cheveux. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour essayer. L'élément de confiance, ce serait difficile. Les conclusions qui sortiront de cette table ronde seront appliquées, d'autant plus que l'accord du 31 décembre souffre finalement. Nous apportons une toute autre démarche. Une toute autre démarche, vous savez, on se situe toujours par ce qui a échoué. Et on risque d'aller de dialogue en dialogue. Madame, et vous savez... organiser 10, 15, 20 heures. Mais madame, nous n'en avons pas honte. J'en suis même fier comme Congolais de vous dire très clairement que ça fait près de 57 ans d'indépendance. Et dans les 57 ans d'indépendance, je vous assure d'une chose, c'est que les dialogues politiques ont prouvé qu'ils étaient plus efficaces que les guerres. Donc pour nous, on se situe, madame, plus sur ces formules-là qui ont échoué, mais il y a des formules qui ont réussi. Tony et Léo, qu'est-ce qui est plus compliqué à organiser carrément les élections? Point barre. Madame, je suis mon parti, ma plateforme, ma famille politique est pour les élections. Nous sommes à 100% d'accord et nous souhaitons que ces élections aient lieu le plus tôt possible. Mais nous sommes peut-être les plus raisonnables dans cette affaire. Parce que nous disons une chose, c'est que nous ne pouvons pas organiser les élections lorsque déjà l'organe technique qui est chargé d'organiser ces élections est incapable aujourd'hui de le faire dans les délais qui lui ont été impartis, les délais politiques qui lui ont été impartis. C'est un fait aujourd'hui, madame. Vous avez des déclarations de la CENI qui disent qu'il leur faut un délai jusqu'au 31 décembre pour enrôler les 10 territoires qui restent dans le Kasaï. Aujourd'hui, la CENI est en train de nous dire qu'ils veulent une réforme du processus électoral, ils veulent une réforme de la loi électorale. Puisque vous êtes plus raisonnable, etc., vous vantez le centre. Ces élections, si elles ne sont pas organisées en 2017, selon vos calculs, quand vous vous réunissez, vous envisagez ces élections pour quand? Madame, nous sommes peut-être fiers d'appartenir au centre, mais nous avons la modestie de reconnaître que chaque organe doit jouer son rôle. L'organe qui est habilité à nous fixer sur l'échéance de l'organisation des élections, c'est la CENI. Pourquoi? Parce qu'ils ont la technicité nécessaire. Donc, pour vous, la CENI peut dire on organise les élections en 2020. Non, et madame. Vous accepteriez. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour fixer les élections, cela dépend de la technicité de la CENI. Donc, la CENI mais permettez-moi, madame, permettez-moi de finir ma pensée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est de sa compétence. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On fléchira. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement qu'il faut avoir la modestie de laisser à chaque organe le droit ou la responsabilité de fixer les échéances par rapport à sa technicité. Aujourd'hui, dans le jeu politique, il ne faut pas faire l'erreur. Vous permettez que je finisse. Vous permettez que je finisse, madame. De donner juste vos propositions et pas de fixer un calendrier, madame, ni même la
la date des élections, mais approximativement. Madame, ce que nous sommes en train de dire, c'est que la CENI doit pouvoir nous présenter aujourd'hui les écueils qui l'empêchent d'organiser les élections. Vous le savez très bien. Nous allons, dans le cadre de cette table ronde, les écouter. Et nous, comme politiques, nous avons la responsabilité de pouvoir accompagner la CENI. Parce que vous avez bien suivi le dialogue, les discussions à la Cité de l'Union africaine, vous en savez peut-être plus que moi, parce que vous avez suivi les discussions du centre interdiocésain, vous savez ce que la CENI propose Madame, comme préalable de ce que je sais de la discussion à la Cité de l'Union africaine, l'Union africaine avait reçu le travail des experts de la CENI et des experts internationaux, mais l'accord de l'Union africaine avait été plus réaliste. Il parlait même des élections en 2018. Mais c'est lorsque le politique s'y est mêlé, lorsque le politique a fait l'effort de pouvoir s'accorder avec la rue, on a eu ce qu'il y a eu avec l'accord de la Saint-Sylvestre, où le politique a fait fi de toute la démarche technique et a dit « nous voulons les élections sur X période ». Et donc pour vous, nous pensons qu'il faut... la CENI. Non, nous pensons que la CENI doit faire son travail. Non, madame, ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons est assez cohérent. C'est que la CENI doit venir dans ses assises avec un chronogramme, avec un rapport sur les difficultés qu'elle a rencontrées déjà dans l'exécution de l'enrôlement, dans les difficultés qu'elle a. Et il s'agira aux politiques congolais, dans toutes les classes confondues, de pouvoir voir avec la CENI quel serait le calendrier électoral le plus réaliste. Mais vous n'oubliez pas, travail de la CENI. Vous n'oubliez pas qu'aujourd'hui on parle de la tripartite. Le gouvernement, le CENSA, la CENI, et ce sont ces trois composantes qui vont finalement discuter et débattre de quand, comment organiser les élections. Madame, aujourd'hui, le CENSA ça veut ne dire peut qu'on a même volé pas, un peu de l'indépendance le CENSA ne peut même pas convoquer la compétence tripartite exclusive de pouvoir publier mais le madame, calendrier électoral. Je pense que vous êtes en train d'observer avec moi, vous avez vu que la CENI aujourd'hui et la CENSA s'étaient convenus de cette fameuse tripartite à Kananga. Finalement, ça s'est soldé par quoi? Par une auto-évaluation de la CENI. Aujourd'hui, la CENSA est en souffrance parce que tout simplement, il y a le député qui devait proposer sa loi organique qui a retiré la loi. Donc au final, nous avons des institutions qui ne servent à rien. Ce sont des institutions qui sont le problème à la crise. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'apesantir sur une quelconque contribution de la CENSA, sachant que la CENSA est inutile au stade actuel. Et la CENI est malade et le gouvernement est inexistant. Donc d'une certaine manière, il faut de la vérité, il faut de la cohérence, il faut que les acteurs politiques se regardent dans les yeux. À terme, quand on organise les élections, Tony Léo, Joseph Kabila ne se représentera pas. Ça, c'est la proposition du centre. Quelle est votre proposition là-dessus? C'est parmi les forts engagements que nous avons comme centre, comme famille politique, et c'est parmi les éléments substantiels nécessaires que nous jugeons de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui parle de la non-tenue du référendum, nous sommes pour, qui parle du non-représentation du chef de l'État à l'issue de ses 2 premiers mandats, nous sommes pour, et nous disons... Pas non plus de nouveaux mandats. Et c'est ce que je viens de dire, madame. Donc, nous disons cela parce que nous pensons qu'il ne faut pas jeter tout l'accord de la Saint-Sylvestre. Prenons le plus élémentaire, prenons le plus fondamental, ces 2 principes démocratiques. Nous allons les mettre autour de la table et nous discuterons en partant de là. Et parce que le but, c'est de trouver le consensus politique. Mais le consensus doit se faire dans le respect de la Constitution et dans le respect des valeurs démocratiques. Parlons réseaux sociaux, Twitter s'apprête à faire une transition. Pendant plus de 10 ans, ce réseau social avait restreint chaque message à 140 caractères minimum. Mais ce réseau social, Twitter, se prépare à étendre sa sacro-sainte limite de 140 caractères à 280. Le patron de Twitter, Jacques Dorsey, l'a annoncé dans un tweet allongé. C'est un petit changement, mais un grand pas pour nous. 140 était un choix arbitraire basé sur la limite de 160 signes des SMS. Je suis fière de la façon dont l'équipe a été attentive pour résoudre un vrai problème qu'ont les gens quand les essais de Twitter. En revanche, la brièveté, la rapidité et les sens sont conservés. En dehors de nos frontières, en Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont défilé mercredi dans les rues de Johannesburg à l'appel de la principale centrale syndicale sud-africaine
COSATU, allié historique de l'ANC. Objectif de ce gigantesque rassemblement, exiger la démission du président Jacob Zuma et dénoncer la corruption de son gouvernement très critiqué au sein du Congrès national africain. Jacob Zuma doit céder la présidence à la fin de l'année et les fonctions de chef d'État après les élections générales programmées en 2019. Voilà, ainsi se termine, par là, on termine cette édition. Tony et Léo, merci beaucoup d'être passés commenter l'actualité avec nous. Mais entre-temps, les Congolais ont le droit d'appliquer l'article 64 si rien n'est clair. Chacun est libre d'avoir sa perception de la Constitution. Et je pense que nous sommes la voix de la raison. Donc nous allons continuer à faire notre travail et appeler à la raison les Congolais qui voudront régler le problème de la démocratie dans la rue et brûler ce qui doit être brûlé. Donc nous restons confiants sur la raison et on va la défendre. Tony est le porte-parole du parti Liberté. Le parti cher au député national Germain Kambinga était donc notre invité. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous nous suivrez en rediffusion à 23h30 et demain 7h. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour l'édition de la rétrospective. Très bonne suite de programme sur notre antenne. La famille Yangalotoko, la famille Moussaka, l'église Shalom Tabernacle de Paris, l'église Christ Tabernacle de Lille ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur mère, tante, grand-mère Ida Marie Yanga Badjila, décès survenu à Kinshasa le 19 septembre 2017, de suite d'une longue maladie. Le programme se présente comme suite. Jeudi 28 septembre 2017 à 12h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph pour la résidence de la défunte 6 2e rue numéro 18, quartier de Bonhomme, commune de Matete, pendant 3 heures. Et ensuite pour le lieu d'exposition sur la 13e rue Limité Industrielle à la place Béni le Visionnaire. Vendredi 29 septembre à 13h, levée du corps pour l'inhumation au cimetière de Nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part.